Bienvenue à cette dégustation que j'organise chez moi avec un groupe d'amis internationaux. Alors, beaucoup de nationalités sont représentées, le Pérou, le Mexique, mais évidemment la France, le Liban qui est mon origine, l'Espagne, mais aussi la Russie, le Venezuela. Donc, on ne peut pas faire un mélange aussi vaste et aussi varié sur le globe. Alors, les amis qui viennent, donc nous serons 8 adultes, les amis qui viennent sont des amis qui sont amateurs de gastronomie, aiment bien le vin. Il y en a peut-être un qui est plus connaisseur que les autres, mais pas forcément des personnes qui connaissent très très bien, d'une part, le monde du vin dans le détail, et en particulier les cuvées qu'on va déguster. Alors moi j'ai choisi pour cette dégustation 2 vins avec des bulles, 2 vins blancs et 2 vins rouges. Et l'idée c'est de faire une dégustation par paire. Alors la première paire, ce sont 2 vins avec des bulles, et à chaque fois ce sont de 2 régions ou 2 pays différents, 2 pays d'ailleurs différents. Donc la première paire, c'est France-Espagne, donc un corpinat catalan et un champagne. Ensuite, 2 blancs de Chenin, tous les 2 monocépages. L'un qui vient d'Anjou, qui est le pays du Chenin en France, et l'autre qui vient à nouveau de Catalogne, comme quoi il peut y avoir du Chenin blanc aussi en Catalogne. Et enfin, 2 rouges, qui sont des assemblages bordelais de type Bordeaux rive droite. D'ailleurs, le premier est un Bordeaux rive droite, et le deuxième est un vin de la Napa, donc avec une majorité de Merlot et complété par les autres cépages, par d'autres cépages du Bordelais. Donc voilà le déroulé, donc 3 paires. Alors on va commencer par la première paire, donc c'est Rascara, qui est un corpinat, donc c'est une dénomination un peu plus stricte, nettement plus stricte que le Cava, qui en fait regroupe des vignerons qui ont décidé de sortir de l'appellation Cava et créer leur propre appellation, donc Corpinat 2014. Donc ce vin a été élevé pendant 60 mois et dégorgé en fin 2019. Et l'autre pétillant qui est en face, c'est un Aigli Aurier, brut grand cru, très belle cuvée, que j'ai déjà dégusté plusieurs fois, dans le même vieillissement, c'est-à-dire 54 mois passage en cave, et dégorgé aussi en 2019, mais début 2019. Donc on va avoir en fait 2 vins qui sont assez proches. Donc je vais commencer par ces vins avec des bulles, et ensuite je vais passer au blanc et au rouge. Donc voilà, on va démarrer. Je vais déboucher le premier vin, donc le Rascara 2014, qui lui est millésimé, alors que l'Aigli Aurier brut grand cru est un brut sans année, mais sur une base, ça doit être indiqué, je reviendrai là-dessus, mais la base n'est pas indiquée. Le premier titre à 11,5 et le deuxième titre à 12,5. Donc voilà. Je commence alors par le premier. Donc une couleur, je dirais, assez pâle, légèrement dorée, une belle prise de mousse. C'est un corpinat qui est très peu connu, mais qui est en fait assez confidentiel. Et je suis assez heureux d'ouvrir cette unique bouteille que j'ai en cave, que j'ai réussi à avoir parce qu'il est très difficile d'en avoir. Le nez est très parfumé avec des arômes de maritimes, assez curieusement, brioche, fruits jaunes, pas très citrique, en tout cas au nez. Souvent on reproche au vin, au cava d'être un peu trop acide. Parfois l'acidité s'oppose un tout petit peu à la gourmandise. Ben, voyons. Alors, mousse extrêmement fine, très belle, ça grippe très bien en bouche. C'est assez fin, c'est très précis. C'est un, alors je ne peux pas dire champagne parce que c'est une comment on dit, méthode traditionnelle. On ne peut plus dire méthode champenoise, mais c'est effectivement la méthode champenoise. Là, on est sur une finesse de bulle avec une très légère acidité. Là, par contre, on la sent en bouche, mais il y a un côté brioché gourmand en milieu de bouche et ensuite une assez belle fin, une très belle expression. C'est un 100% Xarel-lo. Alors ça, c'est effectivement très autochtone, et tant mieux, parce que des fois, on fait des cavas de chardonnay et de pinot noir. Là, on respecte les cépages de la région. Bon, ensuite, on va passer au brut grand cru d'Aigli Aurier. Donc, je rappelle qu'il a été dégorgé en 2019. J'ai déjà goûté au moins 2 bouteilles. Il m'en reste encore. Évidemment, la bulle est moins forte. Le bruit du bouchon est moins fort que dans le premier.
que cette bouteille, en fait, ça fait pas mal de temps que je l'ai en cave. Alors, j'ai constaté que les bouteilles que j'avais, regardez, la prise de mousse, c'est quand même pas mal, hein. J'allais dire que peut-être que non, peut-être que oui, en fait. Voilà, c'est une belle prise de mousse. Je dirais même elle est un peu plus abondante que celle du Rascala. Et là, une couleur tout autre. On est sur une couleur vraiment dorée, qui est magnifique, qui est vraiment superbe. Je ne dis pas que l'autre n'était pas belle, mais celle-là est plus attirante au regard. Mais ça, évidemment, ça ne veut rien dire. Ah, le nez, je reconnaîtrais peut-être, hein, je ne sais pas, à l'aveugle. Mais le nez est un nez tout de suite brioché, tout de suite euh, floral même. Alors, c'est un assemblage de pinot noir, de chardonnay et de pinot meunier, autant que je me souvienne. C'est pas indiqué ici, mais j'en suis presque sûr. Et donc, on retrouve les trois cépages. C'est sur du grand cru uniquement. Donc, ce sont des parcelles extraordinaires. En tout cas, elles sont classées grand cru. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce vin, c'est toute cette gourmandise. Alors, beaucoup plus brioché que le premier, avec aussi une acidité, mais acidité plus citrique, presque pamplemousse, doux, presque pamplemousse sucré de menthon, avec une gourmandise qui est incroyable, et puis surtout une présence fantastique. Voilà. Je passe vite, parce qu'il y a en tout et pour tout 6 vins à goûter, et il ne faut pas trop alourdir le palais. Donc là, je vais attaquer une grande surprise, le Bernaudot. Alors Bernaudot, c'est un domaine qui est situé en Anjou, qui est dans la lignée de Richard Leroy, qui fait des cuvées de chenin blanc nature, je dirais, j'aime pas trop ce mot, mais sans intrants, le plus proprement du monde, très peu soufré. C'est un chenin blanc, je dirais, moderne, comme aujourd'hui on en trouve sur cette région. Donc voilà, ben, là c'est un 2011, alors on ne voit pas trop sur l'étiquette que c'est 2011, mais comme toujours avec Bernaudot, il faut aller regarder le numéro de lot, et le lot est quelque part, je l'ai vu tout à l'heure, maintenant je ne le vois plus, c'est pas grave, mais le lot indiquait bien que c'était un lot 2011, voilà. Bah, du coup là je ne le trouve plus, j'étais sûr de l'avoir vu, ah bah si, bah non, bah non, mais, ah oui le voilà, L 2011 quelque chose, voilà. Donc, allons-y. Alors, j'ai rarement goûté un Bernaudot aussi vieux, donc j'avoue que je suis impatient, parce que je trouve toujours qu'on les boit trop jeunes. Comme disait Richard Leroy, boire ces Montbenot jeune est un infanticide. J'adore ce mot, qui est resté aujourd'hui dans le dictionnaire d'un amateur de vin. Alors là, on est dans une couleur qui est quand même assez proche de celle de l'Aiguille Ourier, plus dorée encore, plus prononcée, une magnifique couleur, presque orange, presque orange. Voilà. Le, le nez est absolument fabuleux. Alors là, moi, je pense que jusqu'à maintenant, c'est mon nez préféré. En bouche, j'ai adoré les griouriers, mais là, au nez, c'est absolument fabuleux. C'est marmelade, c'est épice, c'est très légèrement poivré, on dirait. Et puis, il y a une petite note de réduction qui est exactement ce qu'il faut, pas plus. C'est fantastique, fantastique. Alors, l'attaque, alors ça c'est la force du chenin blanc, parce que vous savez peut-être que le chenin blanc est un cépage de vin liquoreux, très souvent. Et donc il y a toujours cette petite note de douceur, on est à la lisière d'un vin sec, mais là on est vraiment très sec. Mais on a toujours ces petites notes de maturité qu'on retrouve dans le palais et qui se juxtaposent à ce côté tranchant de ce vin qui on dirait une lame de couteau japonais. C'est tellement précis, ça tombe tellement juste. Il y a toujours aussi cette note de réduction en bouche, et puis il y a ce fruit euh, un tout petit peu kumquat, coin, et puis toujours une petite note florale. C'est un vin fabuleux. Maintenant, on va aller beaucoup plus au sud. Là, on va aller en Catalogne, du côté, en fait, pas très loin du bord de mer, dans l'arrière-pays, je dirais, du sud de Barcelone. C'est Can Zascaus, qui est un domaine que j'ai visité déjà 2 ou 3 fois, je crois, peut-être 3 fois, qui est un domaine fabuleux, qui a été créé par quelqu'un de nulle part, qui a acheté la propriété, qui a transformé en un vignoble qui est extraordinaire. Et malheureusement,
Ce monsieur aujourd'hui est décédé, mais le domaine est en de bonnes mains. Là, on est sur une cuvée encore de son vivant, la Calma 2015, une cuvée assez rare, parce qu'il fait très peu, il y a très peu de chenin blanc. Donc cela produit relativement peu de bouteilles, 2500 bouteilles, c'est pas énorme. Donc voilà, un chenin du sud versus un chenin du nord, un chenin de Loire versus un chenin maritime. Bien, ouais, il faut oser ce genre de choses. Donc voilà, on est sur une couleur qui est moins orangée, mais qui est quand même très évoluée. 2015, c'est un vin qui a 10 ans. C'est assez beau à regarder. J'avais adoré cette bouteille-là, c'est pour ça que j'en ai racheté. J'ai eu l'occasion, d'ailleurs, je pense, de la commenter ici sur ce canal. Le nez est moins puissant que les terres blanches de Bernaudot. On est sur un nez un peu plus discret. Néanmoins, c'est un beau nez qui mélange de petites notes plus florales que fruits. Et pas épicé, pas de réduction. Plutôt un nez, je dirais plutôt dans l'ensemble assez discret, mais très fin. En bouche, moi j'adore parce que c'est tellement parfumé. Alors, c'est beaucoup moins tranchant que le Bernaudot, c'est plus parfumé en bouche. C'est très floral. On a l'impression de déguster une eau de fleurs, tout en étant pas envahissant, plutôt en petites notes, assez fin, avec une belle structure, un tout petit peu grasse en bouche par rapport au Bernaudot qui était très sec. Et c'est vraiment une très 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 belle cuvée, je m'en lasse pas. Elle est peu connue et tant mieux parce que sinon, au vu de la production, on pourrait plus s'en procurer. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans le vin. De temps en temps, comme ça, du jour au lendemain, une cuvée devient connue. D'ailleurs, Richard Leroy, c'est comme ça, à partir d'une bande dessinée. Et de cette bande dessinée qui a fait son nom, aujourd'hui, tout le monde court derrière les cuvées de Richard Leroy. Du coup, on n'en a plus et ça devient très compliqué. Il doit m'en rester une ou deux dans ma cave parce que de temps en temps, je les débouche. Alors maintenant, on va passer au rouge. Donc, deux expressions des cépages bordelais rive droite, donc majorité de Merlot. Un vin qui fait partie de la galaxie Tienpont, donc les Jacques Tienpont, donc le pain. Le pain, c'est avec Pétrus aujourd'hui et la fleur, le plus grand Pomerol, peut-être un des plus grands vins de Bordeaux. Ils ont une propriété dans les Côtes de Castillon. Maintenant, l'appellation s'appelle Castillon-Côte de Bordeaux. Je ne comprends pas trop pourquoi on est passé de Côte de Castillon à Castillon-Côte de Bordeaux. Enfin bon, bref. Ça, c'est les magies des appellations. Pour moi, ça reste un Côte de Castillon. J'ai du mal. Et ça s'appelle l'être. Le pain. L'être. Voilà. L'if. Leur fameuse cuvée à Saint-Émilion. Et celle-ci est pas très loin. Et donc, c'est toujours la même famille. Donc, c'est 95% Merlot et un chouïa, 5% de Cabernet Franc. Et en face, on a le Scheffer, qui est un vin de la Napa Valley. Scheffer est un grand nom de la Napa. J'ai déjà eu l'occasion de déguster ce vin et de le commenter. Là, on est sur un moins gros pourcentage de Merlot. On est sur 58% de Merlot, 26% de Cabernet Sauvignon et 16% de Malbec. Et Scheffer, retenez ce nom, c'est un domaine de la Napa déjà maintenant historique sur l'échelle de la Napa. J'ai eu connaissance des premiers millésimes que j'ai dégustés, c'était dans les années 90. Donc vous voyez, ça fait un temps que je connais ce domaine. À l'époque, j'allais souvent aux États-Unis du fait de mon travail. Et donc, Scheffer faisait partie des étiquettes fiables. Et voilà. Alors, d'un côté, on a un vin qui titre à 14,5, donc lettres. Et de l'autre, on a un vin qui titre à 15,3. Donc, pour être un peu plus, c'est la Napa, c'est normal. Tous les deux, c'est le même millésime 2016, même hémisphère. Hein. On ne change pas d'hémisphère aujourd'hui. Hein. Donc voilà, on va commencer par l'être. Je préfère commencer par l'être parce que le vin de la Napa risque d'être un petit peu plus capiteux. Alors là, la robe est une robe encore très bordelaise, bien vinyle, je dirais, avec des légers pourtours, pas trop d'évolution pour un vin qui a 9 ans. C'est assez impressionnant. Maintenant, allons-y. Le nez est violette, fait penser à un Pomerol. Violette, cacao, cerise, confiture. L'attaque est magnifique, pleine, qui tapisse le palais, avec des tanins qui sont extrêmement fins, un côté très légèrement salin, du fait de ces tanins, un élevage qui est complètement digéré, qui est parfait, je dirais, qui est superbe. On est sur une belle matière,
Moi, j'adore ce vin. Je crois que c'est le premier millésime que j'ai jamais goûté de l'être. Et pour moi, ça reste quelque chose d'assez fantastique. Je le bois toujours avec plaisir. Et maintenant, on va finir avec le TD9 ou TD9 de Schaeffer. Et là, on va voir si la robe est différente. Ben, la robe est quand même assez proche. Je m'attendais à quelque chose peut-être de plus foncé. En fait, non. Peut-être un peu plus extrait quand même. Un peu plus extrait. Ah, au nez, c'est confituré à mort. Confituré de groseille, de cassis. Alors là, c'est plus chocolaté encore que l'être. C'est hyper chocolaté. Ça allait bien avec un chocolat quand on cherche des vins. Déjà, le nez est fabuleux, mais en bouche, c'est, je dirais, c'est un peu gras, c'est presque huilé, c'est presque glycériné, et c'est crémeux, onctueux. C'est chocolaté en bouche, un peu caramel, un peu tabac, et en même temps purée de fruits noirs, concentré, très belle. C'est une assez fantastique merveille, très différente de l'être, qui, je pense, est pas plus sur la retenue, mais peut-être moins dans la puissance et peut-être un peu plus dans l'élégance. Mais les deux sont extraordinaires. Moi, je pense qu'on va faire une dégustation absolument magnifique. Donc, je suis très heureux de partager ce moment. Et voilà, bah, place à la dégustation. Les invités arrivent. Je vais aller commencer à m'occuper d'eux. Et donc, nous allons attaquer le moment fabuleux qui est ce partage entre amis et des découvertes pour voir jusqu'où ça peut nous mener. Voilà, je vous dis santé, à très bientôt. Me voici de retour. Donc la dégustation s'est passée hier soir, à peu près 24 heures après cette dégustation. J'ai le plaisir de vous rendre compte de ce moment que nous avons passé ensemble. Alors déjà, l'amitié qui nous réunissait, mais l'idée aussi de partager un exercice de dégustation de vin. Je pense que la plupart des personnes n'avaient jamais participé à un vrai exercice de dégustation à l'aveugle. Donc c'était intéressant de voir leur réaction à chaud, parfois avec un vocabulaire qui n'a rien à voir avec les connaisseurs de vin, et c'est tant mieux, parce qu'il n'y a pas de limite, et on peut dire ce qui passe par la tête. Et c'est parfois même tant mieux, parce que ce n'était pas une dégustation analytique, mais les questions étaient très simples. Hein. Lequel des deux vous préférez? Évidemment, les trois paires, donc entre les vins avec des bulles, les vins blancs tranquilles et les rouges. Et qui plus est, j'ai participé aussi à l'exercice à l'aveugle, puisque l'ordre a été chamboulé. C'est-à-dire que quand j'ai caché les bouteilles, j'ai mis les numéros de manière un peu aléatoire. Alors il se trouve que sur les vins pétillants, bah, c'était le bon ordre. Ensuite, sur les blancs, l'ordre était inversé, et sur les rouges aussi. Ce qui fait que, bah, personnellement, je ne savais pas lequel était lequel sur les trois exercices, même si je dois dire qu'entre le cava et le champagne, connaissant très bien les glioriers, j'ai eu aucun mal à le reconnaître. En plus, comme je l'avais dégusté avant, pour moi, c'était plus simple. Mais entre les blancs et les rouges, je ne savais pas. Et c'était tant mieux, parce que comme ça, j'ai aussi pu profiter de ce moment, qui était un moment vraiment, vraiment très sympa. Alors, les réactions des différentes personnes sont toujours très intéressantes à écouter. Alors, premier constat qu'on peut faire, c'est que sur chacune des trois catégories, il y a, aujourd'hui, je me retrouve avec une bouteille vide dans chacune des catégories. Et je pense que ça, c'est le meilleur signe pour savoir lequel des vins a davantage plu à l'assemblée. Alors évidemment, on n'était pas tous du même avis, mais il y a au moins deux catégories, à savoir les pétillants et les rouges, sur lesquels l'avis était assez tranché. Je dirais la grande majorité, entre 6 et 7 votes sur 8, ce qui est énorme. Sur les blancs, il y a débat parce qu'on était moitié-moitié. Donc, ça c'est intéressant. Alors, quand on regarde le fond des bouteilles, si je prends par exemple le premier, le Rascara, le Cava, il reste jusque-là à peu près. Bon, c'est pas énorme, mais l'aiguille est vide, mais il s'est vite vidé. Hein. C'est la première bouteille qui est partie. C'est-à-dire que ce qu'on a fait,
on a fait un exercice de dégustation où j'ai servi tout le monde avec des parts à peu près équivalentes, donc pas trop dans le verre, donc c'était vraiment un exercice de dégustation. Et puis à la fin, j'ai sorti les bouteilles, et puis chacun choisissait la bouteille qu'il voulait déguster. Le premier qui est parti de loin, c'est l'Aiguille Ourier. Alors évidemment, le champagne a toujours la faveur des personnes, globalement, sauf ceux qui ne l'aiment pas, mais c'est plutôt la minorité. Mais la majorité, c'est plus facile de boire un champagne qu'un vin blanc de Chenin blanc ou même qu'un merlot. Ensuite, alors sur les blancs, chose très étonnante, j'ai préféré la Calma aux terres blanches, même si je pense que c'était kiff-kiff. C'était pour moi très difficile de les départager, mais je pense que la Calma était un peu plus gourmand et les terres blanches étaient l'étaient un peu moins. Mais les deux vins étaient absolument exceptionnels. Et en fait, c'est le vin catalan qui s'est vidé le premier. Les personnes ne connaissaient ni l'un ni l'autre, donc il n'y avait pas de préjugés ni d'a priori. Et en revanche, il est resté quelques gouttes des terres blanches. Pas énorme, mais de quoi faire un bon verre à déguster ce soir. Ce que je ferai. Parce qu'il faut bien achever à un moment donné les bouteilles. Et ensuite, sur les rouges, là, ça a été pour moi la grande surprise. J'avais dégusté séparément Lettres et Scheffer. J'avais mis Scheffer d'abord, alors par hasard, et Lettres après. Et j'adore Lettres, et je suis très attaché à ce millésime 2016. J'avais déjà dégusté le Scheffer 2016, c'était ma deuxième ou troisième bouteille. Et là, je pensais en fait que le premier était Lettres et le deuxième était Scheffer. Et en fait, je me suis trompé. Et le Scheffer était meilleur. Et je dirais même que le Scheffer a dégusté en premier et ensuite Lettres, mettait un tout petit peu en difficulté Lettres au point de vue de la rondeur, de la finition, de l'équilibre. Scheffer était beaucoup plus équilibré. Alors bien entendu, on parle de vin, peut-être que Lettres était moins un vin de garde et qu'on est en train de parler d'un vin qui a 9 ans sur les côtes de Bordeaux-Castillon, c'est peut-être un peu trop, quoique ce n'était pas ma supposition quand je l'ai dégusté il y a 2 ans, je crois, la dernière fois. Le Scheffer a une capacité de vieillissement qui est assez phénoménale et aujourd'hui, je le trouve extrêmement équilibré. Il est à son apogée. Les deux couleurs sont deux couleurs au point de vue évolution à peu près équivalentes. Mais bon, en bouche, le Scheffer m'a paru beaucoup plus accompli. Lettres étant bon, mais après Scheffer, c'était plus difficile. Alors, ensuite, je n'ai pas regardé les prix ni les tarifs pour comparer, parce qu'ensuite, un prix pour moi, c'est très subjectif. Je pense que Lettres et Scheffer boxent peut-être pas tout à fait dans la même catégorie. La TD9 n'est pas la plus grande cuvée de Scheffer, mais Lettres est quand même une cuvée qui est, on va dire, dorlotée par le domaine. Donc, bon, on en reste là sur le jugement. Après, sur le Chenin blanc, j'ai été assez surpris de voir que la Calma pouvait se hisser au niveau, voire même parfois pour certains au-dessus de Bernaudeau sur les terres blanches. Alors, il y a 4 ans d'écart. Aussi, l'ordre est important. L'ordre est très important parce que le palais s'acclimate. Alors, je pense que Rascara, le Coq-Pinat, était à déguster avant l'Aiguille Ourier. Nul doute là-dessus. Pour les deux vins de Chenin, peut-être que les terres blanches auraient gagné, étant un tout petit peu plus droit et plus traçant que la Calma, qui est un peu plus enveloppée, si je puis dire. Les terres blanches auraient peut-être gagné à être dégustées en premier et le jugement aurait été différent, parce que malgré tout, quand on déguste, y compris sur 6 vins, l'ordre importe énormément et le rouge peut être affecté par les blancs et les rouges peuvent être affectés entre eux. Donc, c'est difficile de tirer une conclusion, mais cela dit, les gens ont quand même redégusté, passé du 3 au 4, du 4 au 3, du 1 au 2, du 2 au 1, redonner une chance à celui qui paraissait un peu moins bien. Et ce que je retiens aussi, c'est que sur ces 3 paires, ce n'est pas systématiquement le premier ou le deuxième qui a été préféré. Donc, aussi, on a eu toutes les combinaisons possibles. En tout cas, c'était un grand moment de convivialité qui s'est terminé avec une belle assiette de jambon fraîchement coupé, un bellota d'une des plus belles maisons de jambon en Espagne, qui avait été apporté par un des convives, un magnifique palette, comme on dit, paletilla, 100% race ibérique, excellent avec les vins pétillants, en fait excellent avec tout.
Et je trouve ça, c'est une des caractéristiques du Jamón, c'est qu'il va aussi bien avec un vin pétillant qu'avec un vin blanc sec, pas un vin liquoreux, mais va bien aussi avec un rouge de Merlot, par exemple, assez corsé, mais va bien aussi avec un vin du Jura, y compris un vin sous voile, y compris un Château Chalon. Donc ça donne énormément de possibilités. Quand nous sommes passés à table, nous avons continué à déguster les vins, et c'est là effectivement qu'on a vu les niveaux baisser de manière différenciée. Alors nous avions des entrées, mais aussi j'avais préparé un poulet au four avec des épices, et ça allait très très bien avec à la fois les vins blancs, parce que c'est une chair qui va bien avec les vins blancs, y compris de chenin blanc qui ont une certaine consistance et une certaine, euh, euh, pas opulence, mais une consistance, pas une crémosité, mais parfois même un tout petit peu. Et puis aussi avec les rouges, tout ça accompagné d'un riz de ma mère, un riz libanais avec des vermicelles. Je trouve que le mélange est excellent, surtout avec le jus du poulet. En tout cas, voilà, je ne sais pas si je vous donne envie de manger du poulet rôti, mais un poulet au four, c'est tellement simple et c'est tellement bon, surtout quand la volaille est de très bonne qualité, ce qui était le cas, la viande était fondante. C'était ma petite parenthèse épicurienne, gastronomique. Et le vin est fait aussi pour accompagner les convives à table, pour profiter d'un moment d'apéritif très convivial, de parler de différentes choses, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans le monde actuellement, et certaines personnes étaient très concernées par ce qui se passait, même je dirais au premier plan, comme ça m'est arrivé quand il y a un moment de crise ou un moment de chaud au Moyen-Orient. Donc on est tous concernés par ce qui se passe dans le monde, et c'est vrai que le vin est un bon moment convivial pour se relaxer, et quitte à avoir des discussions parfois un peu animées, mais aussi dans la bonne humeur. Et la soirée est une soirée extraordinaire. On prolonge les fêtes. Le nouvel an est déjà passé, mais on prolonge les fêtes. Et tout le monde était heureux d'être ensemble. Et la soirée s'est terminée assez tard. Nous avons été raisonnables. Voilà. Raisonnables, studieux, conviviaux, chaleureux et heureux surtout de partager ces moments qui resteront, je l'espère en tout cas, dans les mémoires. C'est un exercice toujours très intéressant pour quelqu'un comme moi d'animer des dégustations avec ma manière d'expliquer qui est très personnelle, et j'essaye d'être aussi peu intellectuel et aussi didactique que possible. Donc c'était un plaisir d'être avec ces personnes-là. Sur ce, écoutez, le début d'année a démarré côté vin de manière très, très sympa, côté mondial agité et compliqué. On est dans une période qui particulière, il faut le reconnaître, mais en tout cas, je souhaite en tout état de cause une excellente année, une excellente santé, dégustez de bons vins, faites-nous part de vos commentaires, de vos trouvailles. J'ai passé beaucoup de temps aujourd'hui à répondre même à des vieux commentaires que je n'avais malheureusement pas vus. Et en tout cas, nous restons là, proches de vous, et nous sommes très heureux de vous compter parmi les spectateurs, qu'ils soient de langue française ou de langue anglaise ou d'autres langues, avec toute la magie de YouTube, du sous-titrage. Donc, je vous dis excellente année, surtout santé, et à bientôt.